ce que j'ai dit.
Mesdames et messieurs, on va commencer, on va en fait continuer notre session numéro 4 intitulée Solidarité avec Solidarność. Nous avons trois interventions dans cette partie, très variées. Et on va commencer par les propos présentés par monsieur Guillaume Bernard, qui est un maître de conférence ici à l'Institut catholique d'études supérieures. Il va nous présenter un propos intitulé « Les dissidences anticommunistes et la Vendée ». Vous avez 20 minutes, s'il vous plaît. Merci infiniment, Monsieur le Président. Alors, je dois d'abord, évidemment, commencer, ce qui est la moindre des choses, par un certain nombre de remerciements. Merci à Pierre-Étienne Penaud de son invitation. Je ne sais pas si vous allez être très content du fait qu'il m'ait proposé de participer à ce colloque. Mais enfin, en tout cas, je vais essayer de vous présenter quelque chose de synthétique et je l'espère, je dirais, de vivifiant. Merci par avance aussi pour votre indulgence à vous. D'abord parce que j'ai été absent la plupart du temps au début de ce colloque pour des raisons de santé, vous l'entendez peut-être, et c'est vrai que je suis sans doute un de ceux qui habitent le plus près de cette salle de conférence, mais je n'étais pas loin, mais enfin j'étais évidemment dans une situation un peu compliquée. Ensuite, étant donné mes compétences limitées sur la Pologne, le fait que notre camarade Penaud m'ait demandé d'intervenir aujourd'hui peut paraître un peu étonnant. Et donc c'est vrai que je vais être de ceux qui auront un peu, au cours de ce colloque, élargi un peu le spectre d'analyse, de manière plus générale, la dissidence, la résistance au régime communiste, plus que la Pologne en elle-même, sur laquelle, je dois le reconnaître, je suis parfaitement, je dirais, quasiment parfaitement incompétent. Mais c'est un sujet que je vais continuer à travailler, et je l'espère, ce que je vais vous présenter sera, je dirais, en fait, la première étape d'une recherche que je compléterai. Et je vous proposerai sans doute de modifier, lorsqu'il y aura une édition, de modifier un petit peu le titre de mon intervention pour parler de la résistance au totalitarisme et le lien avec la Vendée. Il n'y a eu ici, c'est-à-dire en Vendée, ni génocide, ni populicide. Associer la Révolution française à la dictature soviétique est un non-sens et un anachronisme. Tels sont les mots de Madame Sylviane Bulteau, alors députée, à l'occasion donc de la venue de Lège-Walesa en Vendée en avril 2013. Naturellement, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je vais donc me faire le malin plaisir de dire exactement l'inverse. Alors bien sûr, parce qu'il est l'une des plus grandes figures de la résistance au totalitarisme soviétique et parce qu'il a témoigné d'un grand respect pour la Vendée militaire, j'appuierai toute une partie, pas la totalité, mais une grande partie de mes propos sur, non pas un Polonais, mais un Russe, Alexandre Solzhenitsyn, et je le fais d'autant plus en marchant sur des œufs que Dominique Souchet est ici présent et qu'il a fait déjà, d'ailleurs dans cette même salle, une conférence absolument remarquable sur le sujet. Solzhenitsyn, c'est un personnage central pour appréhender et comprendre la résistance au régime communiste, tant il y a d'un côté une interaction synergique entre le destin et l'œuvre de l'écrivain, et de l'autre une capacité de ce dernier à intégrer l'expérience des autres dans son propre récit, dans sa propre analyse. Je vous proposerai donc une analyse en 3 points. Premièrement, la référence vendéenne. Deuxième point, le modèle de dissidence que la Vendée peut avoir été, étant donné le fait qu'elle a résisté elle-même à un régime du même type que le régime communiste. Enfin, troisième point, l'exigence d'une dissidence intégrale. La référence vendéenne. Les révolutionnaires russes se revendiquèrent de la terreur, les bolcheviks se qualifiant eux-mêmes de jacobins prolétariens. En 1920, l'historien socialiste, au sens large du terme, Albert Mathiez, ou Mathiez, comme vous voulez, expliquait que Robespierre et Lénine avaient tous deux justifié, je cite, la terreur par la nécessité de la lutte intérieure et extérieure, et que les bolchevistes, sikhs, imitaient les jacobins,
qui avait mis la morale à l'ordre du jour et s'était efforcé d'éduquer les masses. Les révolutionnaires, je cite toujours Mathieu, les révolutionnaires russes imitent volontairement, il écrit en 1920, les révolutionnaires russes imitent volontairement et sciemment les révolutionnaires français. Ils sont animés du même esprit. Au moment de la révolution russe et de la guerre civile, la Vendée fut une référence pour les deux camps. J'ai entendu tout à l'heure quelques débats dans lesquels je ne fais ici que reprendre les mêmes types d'éléments. La formule de Lénine, il nous faut des Vendées, je vous renvoie à la récente biographie de Stéphane Courtois, est bien connue. Et d'ailleurs, la répression de la Vendée lui servit de modèle. Les Rouges qualifièrent le général blanc Kornilov de vendéiste. Approuver ou rejeter la Vendée est bien une référence universelle dans les processus révolutionnaires. Dans une étude rédigée en 1984 sur les deux révolutions française et russe, Solzhenitsyn considérait donc qu'un parallélisme pouvait être établi, cela a été dit tout à l'heure, entre le soulèvement vendéen et les révoltes des paysans russes contre le bolchevisme à Tambov en 1920 et en Sibérie occidentale en 1921. Dans son discours de septembre 1993 au Luc, sur Boulogne, il le rappela, « Nous n'avons pas eu de Thermidor, mais nous avons eu notre Vendée, et même plus d'une. » Les techniques d'élimination des opposants se ressemblent d'ailleurs aussi. Je le cite, « De nombreux procédés cruels de la Révolution française ont été docilement appliqués sur le corps de la Russie par les communistes léniniens et par les socialistes internationalistes. Seuls leur degré d'organisation et leur caractère systématique ont largement dépassé ceux des Jacobins. » Ainsi, les péniches sur la Volga, sur la mer Caspienne et sur la mer Blanche rappelaient, bien sûr, les barques de la Loire et de Carrier. Comme les Vendéens massacrés, les résistants au bolchevisme furent eux aussi génocidés. Nous avons, connu, nous aussi, une résistance farouche au bolchevisme chez les Cosaques de l'Oural, du Don, étouffés dans les torrents de sang, un véritable génocide. Il utilise volontairement le terme pour renvoyer à des événements donc du premier quart, enfin ayant commencé dans le premier quart du XXe siècle. On le sait, les camps de concentration ouverts par Lénine et Trotsky, ils étaient tous les deux dans l'affaire unie, datent de 1918, avant même la fin de la guerre civile. Solzhenitsyn donc n'hésitait pas à utiliser le terme de génocide. Cependant, évidemment, il faut se demander si celui-ci est acceptable ou non pour que la comparaison puisse valoir avec la Vendée, si la répression, n'est-ce pas, en Vendée en 1793-1794 permet d'utiliser aussi ce terme. Vous le savez, bien sûr, la guerre de Vendée a commencé en mars 1793. Elle s'est transformée en guerre d'anéantissement de la population et de ses biens à partir de l'été 1793. Ce sont les décrets du 1er août et du 1er octobre 1793, et c'est le second texte, celui du 1er octobre, qui est cause de discussion. L'extermination des brigands, je cite, visait-elle uniquement les personnes prises les armes à la main, ou concernait-elle tous les habitants, y compris les enfants, les femmes et les vieillards, qui, quelques semaines auparavant, selon les dispositions, n'est-ce pas, de l'article 8 du texte du 1er août, devaient être protégés. Pour un contemporain des événements, et naturellement il est utile de le citer puisqu'il est considéré par certains comme étant le père du communisme ou l'un des pères du communisme, eh bien pour un contemporain des événements, Gracchus Babeuf, il ne faisait en 1794 aucun doute que c'était bien, je cite, toute la Vendée qui était visée par les dispositions légales. Il n'était pas dit de recevoir à conversion, d'admettre au giron de la République, je le cite, il n'était point dit de recevoir à conversion, d'admettre au giron de la République quiconque aurait mis bas les armes et serait venu s'y présenter. Non, il était prescrit de tout tuer, tout brûler. Personne n'était plus censé, ne pouvait plus être cru fidèle ou coupable de se rendre dans ce pays déclaré en rébellion. Je cite également, Carrier a eu raison, je passerai un certain nombre de citations, mais enfin celles-là valent la peine quand même. Carrier a eu raison lorsque dans ses défenses il a soutenu qu'il interprétait la loi comme ceux qui l'avaient faite, en n'admettant point d'exception, en regardant qu'il n'y avait pas dans la Vendée un seul habitant qu'on ne considéra comme brigand.
Ce fut bien la destruction totale de la Vendée qu'Antoine Merlin de Thionville défendit à la Convention en novembre 1793. Novembre, la chronologie. Mon maître m'a toujours appris qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la chronologie. Cela explique pourquoi Babeuf parla d'un système de dépeuplement dans lequel, rebelles et fidèles, tout est bon à détruire. Cette interprétation fut reprise par l'anarcho-communiste Pierre Kropotkin. Là encore une fois, je pense que ces auteurs-là sont intéressants pour la comparaison avec le système communiste. Pierre Kropotkin qui écrit « La guerre d'extermination », je cite, « La guerre d'extermination était de la responsabilité du comité de salut public qui, sans même approfondir les causes du soulèvement de toute une région, conçut la sauvage idée d'exterminer les Vendéens et de dépeupler la Vendée. Est-il encore permis d'en douter quand on sait que les brigands exterminés furent qualifiés le 12 décembre 1793, encore une fois avant les colonnes infernales, n'est-ce pas, de race impure par Jacques-Nicolas Billaud de Varenne et Bertrand Barrère. Alors que l'armée catholique et royale a été entièrement détruite à Savenay, donc à la fin de décembre 1793, et que le risque militaire aux frontières était jugulé, le plan mis au point en janvier 1794 par le général Louis-Marie Turreau, si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans la Vendée sous 15 jours ni maison, ni subsistance, ni armes, ni habitants que ceux qui auront échappé aux plus scrupuleuses perquisitions. Donc le plan fut explicitement approuvé par le comité de salut public, par l'entremise de Lazare Carnot, dans une lettre du 6 février 1794. Comme quoi il s'en passe des choses le 6 février, je pense bien sûr à la déclaration de Jules Grévy, naturellement. Le 23 juillet suivant, bon, ça fait rire comme moi, c'est pas grave. Le 23 juillet suivant, le comité de salut public n'hésita pas à écrire aux conventionnels, aux représentants du peuple près l'armée de l'Ouest, les femmes, les enfants et les vieillards, les individus entraînés par la violence, ne méritent pas sans doute le même sort que les monstres qui ont ourdi la révolte, qu'ils l'ont servi de leur volonté comme de leurs bras, et l'on pourrait prendre à leur égard des mesures de sûreté moins rigoureuses. Mais ce serait abandonner le pays aux horreurs d'une guerre nouvelle. Sur le terrain, les instructions du général Turreau ont été traduites sans ambiguïté, par exemple par le général Louis Grignon, dans ses ordres de marche à sa colonne infernale. Il peut y avoir quelques patriotes dans le pays, mais c'est égal, il faut tout sacrifier. Je vous passe d'autres choses, les ordres de Faucastel, etc., etc. Ce mot, évidemment, vous le savez, de génocide, il n'existait pas à l'époque. Babeuf a proposé celui de populicide, le terme de génocide ayant été inventé, vous le savez, par Raphaël Lemkin en 1943-1944, et il est défini comme la conception ou la réalisation et ou la complicité, tant dans la conception que la réalisation de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain, de groupe ethnique ou racial, ou religieux, ou politique. Alors, est-il dès lors applicable à la guerre de Vendée? Bon, je ne reviens naturellement pas sur, je dirais, les régimes, le régime, communiste. Vous savez bien qu'évidemment, au génocide de race commis par les nazis, certains ont proposé le concept de génocide de classe. Donc là, je crois qu'il n'y a pas tellement de discussion. En revanche, effectivement, est-ce que ce terme de génocide est acceptable pour la Vendée, ce qui expliquerait que, naturellement, un certain nombre d'auteurs fassent le parallèle entre le fait que la Vendée était un prototype de résistance à un régime totalitaire. Alors, puisque les Vendéens constituaient bien un groupe humain de type religieux, c'est incontestable, opposition aux prêtres assermentés, d'où leur dénonciation comme, je le cite, armée du pape, n'est-ce pas? C'est un groupe politique aussi, désignation comme des ennemis de la nation, et que la volonté mise en œuvre de les détruire, non pas, n'est-ce pas, pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils, du fait, étaient, semble peu douteux. Je crois que l'usage du terme génocide semble acceptable. Deuxième point sur lequel nous devons nous attacher, deuxième point, je suis un peu lent, pardonnez-moi, le modèle de dissidence. Pourquoi est-ce que la Vendée peut apparaître pour certains modèles de dissidence? Venir en Vendée en 1793, c'était pour Alexandre Solzhenitsyn vouloir, je cite, rendre hommage
Non, c'est pas Solzhenitsyn, pardon, c'est Nikita Struve. Rendre hommage au premier sursaut de liberté face à ce qui allait devenir le terrible rouleau compresseur du fallacieux déterminisme historique. Il prononça donc un discours au Luc-sur-Boulogne le 25 septembre 1793 dans lequel il mit en avant que la Révolution française avait été la matrice du totalitarisme contemporain. Il dénonça bien entendu la répression sanglante de la Vendée. Longtemps, on a refusé d'entendre, d'accepter ce qui avait été crié par la bouche de ceux qui périssaient, de ceux que l'on brûlait vifs, des paysans d'une contrée laborieuse pour lesquels la Révolution semblait avoir été faite, et que cette même Révolution opprima et humilia jusqu'à la dernière extrémité. Eh bien oui, ces paysans se révoltèrent contre la Révolution. Mais Solzhenitsyn n'a pas fait que dénoncer, n'est-ce pas, cette répression, ne dénonça pas seulement la terreur, il condamna le principe révolutionnaire en tant que tel. Parce que d'une part, en flattant la convoitise, il conduit inéluctablement à la barbarie, je vous passe la citation, et d'autre part, en exacerbant les relations interpersonnelles, il détruit l'organicisme social. Les hommes ont fini par se convaincre, à partir de leur propre malheur, de ce que les révolutions détruisent le caractère organique de la société, qu'elles ruinent le cours naturel de la vie, qu'elles annihilent les meilleurs éléments de la population en donnant libre champ au pire. Les révolutions françaises et russes eurent la même ambition, qui ne fut naturellement pas atteinte, régénérer la nature humaine, programme qui annonce et justifie les exterminations de masse au nom de l'idéologie du progrès. Pour Solzhenitsyn, la Vendée était un modèle de résistance, car elle s'est opposée à la Révolution française, qui a effectivement annoncé d'une certaine manière le totalitarisme. La question étant évidemment de se demander, est-ce que c'est la terreur stricto sensu, ou est-ce que c'est la révolution dans son principe général qui est susceptible de conduire au totalitarisme? La terreur, en tout cas, fut une politique délibérée. Je suis au courant de la bibliographie récente sur la question, où notamment M. Jean-Clément Martin, donc je mettrai les choses en référence, je n'ignore pas les choses, vous explique que, naturellement, il n'y a que des dérapages locaux et en aucune manière une politique délibérée. Bon, enfin, passons. La terreur fut une politique délibérée. Sur la pression du club des Jacobins, elle fut mise à l'ordre du jour par la Convention le 5 septembre 1793. L'application de la nouvelle Constitution du 24 juin 1793 ayant été repoussée le 10 août sine die. La terreur fut portée au nu par Maximilien de Robespierre dans son fameux discours du 5 février 1794 sur les principes de morale politique. La première maxime de votre politique doit être que l'on conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix et la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Elle est donc une émanation de la vertu, elle est moins un principe particulier qu'une conséquence du principe général de la démocratie appliquée aux plus pressants besoins de la patrie. Pour nombre d'auteurs, la bienfaisante révolution de 1789 à 1792 aurait été dévoyée par la Convention montagnarde et par la terreur. Et pourtant, il semble bien que, comme le pensait Solzhenitsyn, la révolution, et pas seulement la terreur, ait bien coagulé toutes les caractéristiques du régime totalitaire. Si la cristallisation de celui-ci s'est faite au moment de la terreur, un certain nombre de ces éléments constitutifs ont bien été mis en place avant elle. Un parti, les Jacobins, s'empare de l'État. L'État cherche à contrôler la vie sociale. Biens nationaux, novembre 1789. Constitution civile du clergé, juillet 1790. Confiscation des biens des ennemis de la République, février 1794. La patrie est assimilée au régime. L'intérêt de ce dernier au bien commun. Les dispositions législatives votées le 5 juillet 1792 sur la patrie en danger, c'est-à-dire lorsque les sûretés intérieures ou extérieures de l'État sont menacées, prévoyaient par exemple que toute cocarde autre que celle aux trois couleurs nationales était un signe de rébellion. Cela permettait de rallier ou d'intimider les tièdes. Les ennemis du régime, quant à eux, devaient être férocement combattus.
Georges Danton, n'est-ce pas, eh bien, les avait, en novembre 1792, définis en ces termes: classe ennemie de toute liberté, de toute égalité, de toute constitution, et digne de tous les maux dont elle a accablé, dont elle voudrait encore accabler la nation. Celle-là, je ne veux point lui parler, je ne veux que la combattre à outrance jusqu'à la mort. La loi du 19 mars 1793 mit, je cite, hors la loi, et donc de la protection du droit commun, ceux qui prendraient part à des révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires. Ceux qui seraient pris les armes à la main devaient être punis de mort, mais aussi ceux qui arboreraient un autre signe de rébellion, comme la cocarde blanche. Le régime rejette l'héritage civilisationnel traditionnel pour construire une société nouvelle. Il met donc en place une idéologie globalisante, rationalisme, droit de l'homme, culte de l'être suprême, et utilise pour l'imposer soit la force judiciaire, loi des suspects du 17 septembre 1793, loi de Prairial du 10 juin 1794, qui accentue la terreur en réorganisant le tribunal révolutionnaire. Donc soit, effectivement, la force judiciaire, soit l'extermination militaire des ennemis, les colonnes infernales, par exemple, de janvier à mai 1794. La réticence à considérer la Révolution comme un épisode totalitaire vient de l'incapacité psychologique et de l'impossibilité idéologique de voir dans les droits de l'homme supposés être la garantie contre le totalitarisme, ce que nous avons constaté ou envisagé au XXe siècle. C'est dans l'incapacité de voir dans les droits de l'homme une doctrine possiblement criminelle. Or, les régimes totalitaires du XXe siècle ont bien illustré la possibilité d'exclure de la protection des droits de l'homme ceux qui sont considérés comme des sous-hommes, voire des non-hommes. De même, qui dit droit attribut de l'homme permet de ne pas reconnaître de droit à ceux qui sont en l'existence du contrat social. Dans une logique très rousseauiste, Louis-Antoine de Saint-Just ne considérait-il pas, en février 1794, que ce qui constitue une république, c'est la destruction totale de tout ce qui lui est opposé. Il ne faisait que reprendre la position exprimée dans un décret du 20 avril 1793. La Convention déclare qu'appuyée sur les vertus du peuple français, elle fera triompher la République démocratique et punira sans pitié ses ennemis. Avoir subi et avoir combattu le communisme conduisit donc Solzhenitsyn à avoir de la sympathie pour la Vendée. Quand Solzhenitsyn rendit hommage aux martyrs de la Vendée, il procéda à un acte d'inclusion du sacrifice des Vendéens, non pas seulement dans l'histoire nationale, mais dans l'histoire universelle. Je cite ici Dominique Souchet. Cependant, combattre le communisme ne signifiait pas pour autant se rendre à son adversaire. Le discours des Luc doit donc être lu sans oublier celui de Harvard de juin 1978, l'un et l'autre étant, me semble-t-il, complémentaires. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout développer, mais je vais le dire rapidement. L'exigence, c'est le troisième et dernier point d'une dissidence intégrale. Expulsé du RSS en 1974, Solzhenitsyn n'hésita pas à dénoncer, dès 1978, les dysfonctionnements de la société occidentale, parmi lesquels il mit en avant l'égocentrisme, le matérialisme et le positivisme juridique. Certes, contrairement au régime soviétique, l'indépendance de l'individu à l'égard de nombreuses formes de pression étatique a été garantie, mais la personne n'en est pas moins asservie par le matérialisme, le désir permanent de posséder toujours plus. L'harmonie de la société est supposée reposer sur la reconnaissance réciproque des droits des personnes, individuelles et collectives, mais justement, ce positivisme juridique a des conséquences. D'une part, l'oubli du bien commun, qui est à la fois le bien de chacune des parties et le bien du tout. Je vous passe la citation, vous la retrouverez à l'écrit. Et puis, d'autre part, l'évacuation de la question de la légitimité, qui surpasse celle de la légalité. Si quelqu'un se place du point de vue légal, plus rien ne peut lui être opposé. Nul ne lui rappellera que cela pourrait n'être pas moins illégitime. Impensable de parler de contrainte ou de renonciation à ses droits, ni de demander de sacrifices ou de gestes désintéressés, cela paraîtrait absurde. On n'entend pour ainsi dire, jamais parler de retenue volontaire. Chacun lutte pour étendre ses droits jusqu'aux extrêmes limites des cadres légaux. La liberté est sans doute un excellent moyen, mais encore faut-il que cette liberté soit au service de la vérité. Je vous passe
tous les éléments de ce point de vue-là, et notamment la question des médias. Ainsi, n'est-il d'authentique dissidence qu'intégrale? Le rejet du communisme n'a pas conduit Solzhenitsyn à s'abandonner au libéralisme. J'espère que personne, cette citation vaut le coup, une page, j'espère que personne ici présent ne me suspectera de vouloir exprimer une critique du système occidental dans l'idée de suggérer le socialisme comme alternative. Non. Pour avoir connu un pays où le socialisme a été mis en œuvre, je ne me prononcerai pas en faveur d'une telle alternative. Mais si l'on me demandait si en retour je pourrais proposer l'Ouest en son état actuel comme modèle pour mon pays, il me faudrait en toute honnêteté répondre par la négative. Non, je ne prendrai pas votre société comme modèle pour la transformation de la mienne. C'est la modernité dans son ensemble qu'il a entendu combattre. L'erreur est à la racine, à la fondation de la pensée moderne. Cette vision du monde née à la Renaissance et dont les développements politiques se sont manifestés à partir des Lumières. La disharmonie de la société moderne procède de la prétention anthropocentriste, de l'humanisme rationaliste. L'homme s'érige en mesure de toute chose, je vous passe la citation, et s'imagine pouvoir évacuer le mal en mettant au point des systèmes sociaux artificiels. C'est toute la question du contractualisme social, où naturellement Solzhenitsyn montre bien que, entre le contractualisme social libéral ou le contractualisme social socialiste, il y a une différence de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. Et donc, par conséquent, c'est le matérialisme désastreux pour la vie intérieure qu'il dénonce. C'est en cela, je crois, et c'est là où on atteint, je crois, le paroxysme de la question, c'est en cela que la Vendée qui s'est aussi bien opposée à l'individualisme, les biens nationaux, qu'elle s'est opposée au collectivisme, la constitution civile du clergé, c'est en cela que la Vendée est anti-moderne, et c'est en cela qu'elle a incarné d'une certaine manière, pour un homme comme Solzhenitsyn, la dissidence intégrale, encore que lui-même n'appréciait pas nécessairement ce terme. Et je conclurai simplement par une allusion, je n'ai pas le temps de le développer, mais je le mettrai à l'écrit. Vous savez bien que, de passage en Vendée, en août 2017, le cardinal Robert Sarrat a rendu bien sûr un hommage au courage des Vendéens, à leur sacrifice, mais il est également allé beaucoup plus loin en mettant en avant le fait qu'il y avait une défense de l'ordre naturel des choses à promouvoir, à s'opposer au totalitarisme, qu'il s'agisse du totalitarisme matérialiste, face à la dictature du relativisme, face au terrorisme de la pensée, qui à nouveau veut arracher Dieu du cœur des enfants, etc., etc., au totalitarisme de l'islamisme, bien sûr, l'autre version actuelle, je dirais, de cette hydre, et en particulier, cette résistance pour défendre, et je crois que c'est une chose qui est assez intéressante, en tout cas, je rappelle ses propos, le fait que, parmi les corps sociaux, la famille est sans doute celle qui est, je dirais, le corps social le plus susceptible d'être en danger en raison, je dirais, de l'état de notre société. Je trouve que la formule est intéressante et elle est particulièrement dans le sujet. Les familles sont devenues comme autant de Vendées à exterminer. On planifie méthodiquement leur disparition comme autrefois celle de la Vendée. Et le cardinal concluait, et ce sera ma propre conclusion, que tout chrétien est virtuellement un Vendéen. C'est cela, la dissidence intégrale. Je vous remercie. Merci Pierre Rigoulot pour votre présentation. Maintenant, on va toucher un peu la problématique des médias grâce à monsieur Pierre Rigoulot, qui est l'historien, spécialiste du communisme. Il travaille particulièrement sur Cuba, la Corée du Nord. Il est aussi directeur de l'Institut d'histoire sociale, le fondateur de la revue L'Histoire Liberté. Et aujourd'hui, il nous propose un sujet, le temps moderne face aux événements polonais. S'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Un titre assez neutre, comme vous venez de l'entendre.
J'aurais pu appeler cela du rififi au temps moderne, parce qu'effectivement les échanges ont été assez vifs, ou bien de façon plus égocentrique, rupture, ma rupture avec les temps modernes. En effet, dans les années 70, la revue Les temps modernes n'était plus lue avec la même attention qu'une vingtaine auparavant, et elle avait été tentée de se donner un peu de sang neuf en faisant entrer quelques jeunes, je mets des guillemets, au sein de son comité de direction. François Georges, esprit fin de sensibilité libertaire, y entra donc. Béni Lévy, alias Pierre Victor, qui était l'ancien dirigeant du groupe maoïste La Gauche prolétarienne, Pierre Goldman, que son procès à la suite de l'assassinat de deux pharmaciennes du 11e arrondissement de Paris avait rendu célèbre. Eh bien, j'étais le quatrième de cette fournée chargée de réanimer cette revue emblématique de la gauche française, revue née en 1945, et à cette époque, à côté évidemment des signatures de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, on avait pu voir celles de Raymond Aron, d'Albert Camus et de Claude Lefort. Un cinquième renfort fut reçu quelques mois plus tard, un jeune physicien du nom de Dominique Pignon. À la revue, je me rendis compte que le comité de direction servait en quelque sorte de boîte aux lettres. On recevait des articles et on donnait ou non notre aval à la publication. On pouvait aussi monter un dossier, et j'en fis un sur l'Afghanistan, et un autre, c'était après la guerre entre le Vietnam et les Khmers rouges. J'en fis un sur le sud-est asiatique que je ne renierai pas encore aujourd'hui, et que j'intitulais « Guerre des socialismes, mort des peuples ». Dans les deux cas, quelques dents grincèrent, mais sans plus. Donc on commettrait une erreur, si vous voulez, en voyant dans la revue un cadre militant, une ligne précise, l'acceptation bonhomme de textes critiquables mais bien documentés, le refus de faire scandale au sein du comité de direction, peuvent expliquer à cette époque la publication de certains articles ou l'absence de leur publication. Ainsi, l'absence totale d'articles pendant près de 7 ans sur la Pologne, entre 1983 et 1989, n'est pas la preuve formelle du désintérêt unanime des formidables changements conduits par Solidarność. Cependant, les événements polonais au début des années 80 suscitèrent une crise que j'ai vécue et dont je vais maintenant vous faire part. Alors le premier article de la décennie 80, le premier article de la décennie ne fut publié qu'en juin 1981, soit 10 mois après la création de Solidarność. Il était signé de Thomas Lovit, un Tchèque exilé en France depuis 1949, et qui évoque la remise en question, je cite, de la suprématie de l'appareil du parti sur les syndicats au cours de l'été 1980, et il s'étonne, un peu émerveillé, qu'elle ait été obtenue. C'était si peu conforme à l'ensemble du système socialiste de type soviétique que l'on ne pouvait s'empêcher de penser, je cite, que si une nouvelle normalisation devait avoir lieu, elle aurait pour objectif le rétablissement de force du rôle dirigeant du parti. Descriptif, presque neutre, l'article précise que pour garantir l'autonomie ainsi acquise, les statuts de Solidarność stipulaient qu'aucune responsabilité syndicale ne pouvait être confiée à des personnes ayant un poste de direction dans l'entreprise ou sous le contrôle de la direction de l'entreprise. Le syndicalisme polonais venait enfin, et dans le texte de Lovit, de concrétiser l'une des aspirations les plus profondes de toutes les révoltes ouvrières passées de l'Europe de l'Est.
Les anciens de la revue pouvaient donc être satisfaits. En somme, le socialisme s'améliorait et semblait se sauver lui-même. Et cependant, après l'instauration de l'état de guerre par le général Jaruzelski, les mêmes anciens dénoncèrent une fois de plus la normalisation qui s'effectuait au détriment du socialisme vrai qu'il fallait réaliser. Alors là, c'était trop pour moi et trop pour Dominique Pignon. Nous avons dénoncé leur aveuglement qui privilégiait à nouveau un socialisme rêvé, alors que le socialisme réel était une fois de plus à la manœuvre pour écraser les libertés. La discussion fut très sévère, c'est pour ça que je parlais de rififi au temps moderne, et fait assez exceptionnel, même très exceptionnel, le numéro de janvier 1982 de la revue présente 2 éditoriaux. Le présent, signé de Dominique Pignon et de moi, s'intitule « La gauche schizophrène et la Pologne » et posait surtout cette question « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, devant le drame polonais et après Berlin, Budapest, Prague, le Vietnam, le Cambodge, Kaboul, quand différera-t-on la question de la légitimité, jusqu'à quand différera-t-on la question de la légitimité des dictatures communistes ? L'indignation morale et la condamnation de la répression contre Solidarność, certes, étaient nécessaires, mais les réticences, les minimisations, les dénégations de la gauche, et en particulier d'eux, au moment de l'instauration de la loi martiale, montrait à nos yeux que la mise en question du socialisme faisait problème. Et toute une gauche schizophrène se heurtait à une évidence pour elle intolérable: le socialisme démocratique n'existait pas et la doctrine marxiste-léniniste qui nourrit peu ou prou toute la gauche conduisait inévitablement, à nos yeux, à l'oppression et à la dictature. Solidarność, pour nous, le rappelait encore une fois tragiquement. Nous parlions de terrible évidence. Chacun devait faire son travail de deuil du socialisme et se résoudre à admettre que l'idée du socialisme était devenue une idée de sang. Évidemment, la majorité répondit. Dans l'autre éditorial, Claude Lanzmann, André Gortz, Jean Pouillon, l'ethnologue, Simone de Beauvoir, Claire Etcherelli, la romancière. Il nous faut au contraire plus de liberté pour rendre possible le socialisme. C'est alors que je démissionnais et j'adressais une lettre vigoureuse aux membres du comité de direction, rappelant le peu d'intérêt signifié par la revue pour la lutte que menait Solidarność. Les milliers de victimes du régime communiste ont conduit une majorité des membres du comité de direction de la revue à signer un éditorial prenant ses distances à l'égard de Solidarité et en oubliant de soutenir Walesa. J'accordais une mention spéciale à Claude Lanzmann, qui ne se contentait pas d'être discret dans cette affaire pour ne pas courir le risque d'un refus de visa alors qu'il poursuivait ses entretiens pour son film tout à fait exceptionnel Shoah, mais qui, lors des réunions du comité de direction, parlait très ouvertement de contre-révolution catholique et qualifiait Solidarność de coquille de noix vide. Insistant sur la dimension religieuse de Solidarność, cet éditorial majoritaire de ce numéro, donc de janvier 1982, affirme que le syndicat tirait une grande partie de sa force, je cite l'éditorial majoritaire, il tire une grande partie de sa force du catholicisme obtus d'un peuple qui, si souvent martyrisé, fit des Juifs les boucs émissaires de ses malheurs. Et évidemment, au moment où le pouvoir laissait filtrer quelques vilaines formules propres à l'antisémitisme pour discréditer tel ou tel dirigeant de Solidarność, je notais que ça ne manquait pas d'audace. Et puis, au moment même où la foi de millions de Polonais soulevait de façon exemplaire
la montagne du communisme totalitaire, voilà qui manifestait une petitesse anticléricale dépassée et une cécité profonde à l'égard de la nature de la religion. Cécité, mais profonde, mais peut-être, mais en même temps compréhensible, car comme beaucoup d'intellectuels de gauche, la majorité du comité de direction entretenait tout en le niant des rapports religieux au socialisme. La réalité socialiste pouvait en effet se faire chaque année plus morne, plus oppressive, plus policière et plus sanglante qu'importait leur foi en une conciliation ultérieure du socialisme et de la liberté restait absolument inébranlable. Dominique Pignon n'attendit pas très longtemps pour partir à son tour. En mars 1982, il signa dans la revue un article très clair, Solidarność contre le socialisme, qui soulignait le problème récurrent des anciens de la revue après chaque crise. Comment changer le socialisme pour qu'il soit acceptable ? Eh bien, disait Pignon, il fallait admettre désormais que le socialisme ne l'était pas acceptable et qu'il fallait reconnaître que l'idéal démocratique défendu par Solidarność était celui de l'Europe de l'Ouest et qu'il était contradictoire dans les faits avec le socialisme de l'Est. Pignon se moquait des diverses dénégations qui étaient produites à chaque génération pour protéger la doctrine socialiste. À chaque fois, il s'agissait de sauver l'idéal révolutionnaire des effets contraignants de la réalité. Et il ironisait, je me souviens, sur les derniers refoulements du réel via des engouements de plus en plus exotiques, Cuba, la Chine, le Vietnam, etc. Et sur les diverses argumentations utilisées pour justifier qu'on ne coupe pas le cordon ombilical avec le socialisme réel. Un tel amour honteux pouvait être comparé, disait-il, à une pathologie névrotique. Pignon soulignait encore que pas une seule fois le mot de socialisme n'avait été prononcé dans le long programme énoncé au premier congrès de Solidarność. Une époque nouvelle donc s'ouvrait, concluait-il. Il employait d'ailleurs le terme de totalitarisme pour qualifier l'URSS et la Chine. Désormais, ce serait démocratie versus totalitarisme. Dominique Pignon n'eut que des réponses indirectes. Indirectes parce qu'aucun membre de l'ancienne équipe ne répondit. Cette tâche, cette réponse, était confiée en juin 1982 à deux personnes, André Granoux et Robert Chenavier. Le premier était lié au monde diplomatique et il entama un dialogue de sourds avec Pignon en écrivant que Solidarité se pensait et nous conduisait à penser hors et contre le communisme, hors et contre le socialisme existant, mais certainement pas contre le socialisme qu'on pouvait penser indépendamment de la Révolution d'octobre et de ses multiples avatars. Du socialisme, il y en avait eu avant Lénine, il y en avait eu après lui, il y avait bien d'autres choses donc que le soviétisme entre le capitalisme et le socialisme. Finalement, il disait que la stratégie de contournement du pouvoir était impossible et enterrait un peu vite Solidarité. L'espoir fou de Solidarité de faire évoluer la société communiste vers une société de liberté est mort, le nôtre aussi. Quant à Chenavier, il dit ne vraiment pas voir en quoi le mouvement polonais justifiait notre rupture. Le type de lutte, soutenait-il, mené par Solidarność, n'avait rien, en effet, à nous apprendre. Il se dressait contre un type de socialisme dépassé qui n'était pas du tout celui auquel nous aspirions. Ni les insurgés de Pologne, ni les défenseurs de l'ordre communiste totalitaire n'avaient donc quelque chose à nous dire sur notre présent à nous, occidentaux, vivant dans des pays capitalistes développés, engagés dans une crise non pas conjoncturelle, mais ayant pour enjeu le passage d'une société industrielle à une société post-industrielle dont la forme restait à définir. L'URSS, comme le fera la Chine d'ailleurs après la parenthèse maoïste, réalisait l'accumulation primitive
du capital nécessaire à l'industrialisation. Cette industrialisation était productrice d'un prolétariat qui se soulevait de temps à autre en prenant pour référents idéologiques le contraire de ceux du pouvoir qui l'opprimait. La révolution démocratique polonaise s'expliquait par là, à ses yeux. Rien ne permettait de dire que ces vraies valeurs étaient celles qui avaient cours dans les démocraties libérales et de diagnostiquer à son tour une névrose infantile chez les soutiens à Solidarność, puisqu'ils confondaient le présent du capitalisme occidental avec le passé du socialisme de l'Est, et Pignon en particulier, puisqu'il mettait le passé au présent en considérant que la crise polonaise mettait fin aux espoirs du socialisme en Occident. Alors après cette double réponse, il faudra attendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1989 pour retrouver un article où il soit question de Solidarność et plus précisément là des négociations d'alors avec le pouvoir. L'article, justement intitulé « La négociation », est signé David Warszawski, un auteur présenté comme journaliste dans Gazeta, le premier quotidien indépendant dans un État communiste, mais ce que les anciens considéraient sans doute comme une amélioration du socialisme réel restait bien fragile en raison des efforts déployés par une élite politique bien intentionnée, mais aussi de la répugnance, en raison de la répugnance du peuple polonais à affronter de nouveau une agitation semblable à celle de 1981 et peut-être une nouvelle défaite. Il lui semblait que les négociations, ou mieux, donneraient naissance à un accord transitoire, un de ceux qui permettent l'émergence d'un pouvoir, d'un nouveau paysage politique, mais qu'on serait incapable de maîtriser. Il ne resterait plus alors qu'à de nouveau apprendre et à méditer les leçons de l'histoire. S'y ajoutait, dans le même numéro, un texte historique et philosophique d'Adam Michnik sur l'idée de page blanche, un autre de Jan Blonsky qui s'appelait « Les jeunes Polonais regardent le ghetto ». Il y avait également dans ce numéro les bonnes feuilles d'Umschlagplatz. Vous savez, c'est le nom de la place du ghetto de Varsovie d'où partaient les convois de déportation des Juifs en 1942-1943. Il y avait, alors ce roman sur le ghetto était de Jaroslav Rynkiewicz, et enfin, il y avait un poème de Czesław Miłosz, Campo di Fiori, composé au cours du soulèvement d'avril-mai 1943 du ghetto de Varsovie, où il compare l'incendie du ghetto au bûcher sur lequel périt le philosophe Giordano Bruno, pendant que les Romains vaquaient à leurs occupations avec, selon Miłosz, la même indifférence que les masses polonaises au cours de l'incendie du ghetto. Je pense que nul ne nie la nécessité de réfléchir, je vais le dire à la manière de sartrienne, à la question juive en Pologne, mais il est légitime de se demander si ce n'était pas rabaisser l'importance de cette tragédie que de l'utiliser comme obstacle ou comme voile au grand événement de 1989, les craquements, la chute annoncée du pouvoir communiste polonais, la victoire de Solidarność et sa suite dans toute l'Europe. La Shoah, me semble-t-il, mérite quand même mieux que ce rôle de détournement et d'évitement. Je vais m'arrêter là. J'espère avoir illustré, en rappelant cet événement minuscule qui était le départ de 2 membres du comité de direction de la revue Les Temps modernes, combien la gauche française était réticente à reconnaître dans l'URSS un État totalitaire et dans les socialismes qu'elle inspirait la perspective assurée d'une oppression contre la démocratie et les droits de l'homme. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Le troisième intervenant, c'est Marcin Frybes, sociologue, collaborateur d'Alan Touraine, mais aussi mathématicien, historien, politologue. J'ai d'ailleurs un privilège d'évaluer sa thèse doctorale. Aujourd'hui, il propose les sujets intitulés « Les réactions des sociétés françaises et américaines face à Solidarność ». Je vous en prie. Je voudrais tout d'abord remercier et surtout saluer les organisateurs de ce colloque, non seulement parce que ce colloque est une occasion de reparler de la Pologne et de Solidarność et du rôle du mouvement Solidarność dans l'effondrement du communisme, mais surtout de revenir à la France d'il y a 30 ans, qu'on a oublié un peu. La France qui, à l'époque, se trouvait, par le hasard de différents éléments, à la pointe, je dirais, de la perception de ce qui se passait en Europe de l'Est. Rappelons que le fameux livre de Lech Walesa, Un chemin d'espoir, il a été publié tout d'abord en France, en français. Bernard Pivot y consacra une émission spéciale en absence de Lech Walesa, mais Lech Walesa était représenté notamment par le cardinal Lustiger et de Montmer. Rappelons que à l'automne, en décembre 1988, Paris accueillit, à l'occasion d'une célébration des droits de l'homme, la première visite étrangère de Lech Walesa depuis le 13 décembre, en compagnie de Bronisław Geremek et d'Andrzej Wilowiejski, ses deux conseillers. C'était un événement absolument majeur, parce que c'était la première fois que Lech Walesa, en compagnie de ses conseillers, était autorisé à sortir de Pologne. C'était à peine 2 mois avant le début de la table ronde qui transforma la situation en Pologne et qui donna, qui était le point de départ de l'ensemble des transformations en Europe centrale et orientale. Rappelons aussi qu'en 88, au moment où, comme ça a été évoqué, de nouvelles grèves éclatent à Gdańsk, les syndicats français, qui sont restés fidèles à Solidarność tout au long des années 80, solidairement se retrouvent chez le Premier ministre, à l'époque, Michel Rocard, pour demander une intervention française auprès de Bruxelles pour assurer une aide supplémentaire à la Pologne qui, comme vous le savez, traversait à l'époque une crise économique tout à fait majeure. Donc c'est pour ça que je me réjouis, non seulement parce que c'est une occasion de revenir à l'histoire de la Pologne et de Solidarność, mais à une France qui, à l'époque, se trouvait, je dirais, à la pointe de la sensibilité. La France était un des pays d'Europe occidentale le mieux préparés à comprendre les changements qui allaient intervenir. Et malheureusement, je ne sais pas si la France a su, je dirais, utiliser cette chance. C'est une autre question. Donc, je vais traiter des réactions sociales des sociétés occidentales. C'est un sujet dont je m'occupe depuis plusieurs années. C'est un phénomène absolument unique et complexe. Les réactions face à Solidarność ne peuvent pas être comparées aux réactions occidentales face aux autres crises en Europe de l'Est depuis 56, 68, 70 ou 76. En vérité, il se crée un mouvement de réaction, une continuité qui va s'étaler tout au long des années 80 avec les mêmes personnages, les mêmes militants, les mêmes organisations, qui possèdent donc sa propre histoire, et c'est une des thèses que je défends en Pologne, l'histoire de ces réactions occidentales au mouvement Solidarność tout au long des années 80. Cette histoire fait partie
de l'histoire de Solidarność, bien qu'elle se passe en dehors de la Pologne. Mais en vérité, ce qui s'est passé après le 13 décembre, au moment où le régime de Jaruzelski pensait en finir avec le mouvement polonais en emprisonnant, en internant une dizaine de milliers, une quinzaine de milliers de militants, le même jour, dans divers pays du monde, notamment en France et aux États-Unis, dont je vais parler plus, se manifeste le même nombre, sinon plus, de journalistes, de militants syndicaux, de militants associatifs, de militants des organisations de droits de l'homme, qui vont reprendre le flambeau de Solidarność et qui vont, d'une certaine façon, aussi transformer le mouvement lui-même. Et donc on ne peut pas comprendre le mouvement Solidarność sans cette présence d'amis, ce que j'appelle les amis occidentaux de Solidarność. L'importance de ces réactions a été soulignée très vite par des chercheurs en France et dans d'autres pays, notamment par Michel Wiewiórka, par Krzysztof Pomian, par Timothy Gartonage dans son livre sur Solidarność, où il consacre tout un chapitre aux diverses réactions à gauche, à droite et au centre face à Solidarność. Mais ces réactions occidentales posent problème. Ce n'est pas un hasard que le texte de Michel Wiewiórka que j'ai en tête est publié en 87 dans une publication qui s'appelle « L'état des religions dans le monde ». Donc on qualifie les réactions occidentales au mouvement Solidarność comme un phénomène quasi religieux, difficilement appréhendable. C'est un sujet qui, dans les années 80, n'est pas beaucoup étudié. On s'intéresse beaucoup plus au mouvement Solidarność lui-même, mais avec le temps, on y consacre de plus en plus de temps. Et en Pologne, notamment sous la direction du professeur Pleskott, plusieurs études ont été menées montrant aussi bien les réactions au niveau politique qu'au niveau des sociétés elles-mêmes et des diasporas polonaises dans les différents pays. Comme je l'ai dit, c'est un phénomène, ces réactions, c'est un phénomène global qui touche, je dirais, l'ensemble des pays du monde libre, aussi bien le Canada, le Japon, l'Inde, le Mexique, certains pays d'Amérique latine. C'est un phénomène global. C'est un phénomène global. Pour parler des réactions françaises, ce que je vais faire maintenant, je vais adopter une perspective un peu comparative pour, je dirais, lire les réactions françaises à la lumière des réactions américaines. Pourquoi ces deux pays ? Pour diverses raisons, mais les premières, c'est, je dirais, l'importance du phénomène justement dans ces deux pays. L'importance aussi bien en nombre qu'en diversité, mais surtout l'importance quant à l'apport financier de ces deux pays pour le maintien de Solidarność dans les années 80. Si on analyse les sources de financement de Solidarność clandestine, la plupart des fonds venaient soit des États-Unis, soit de France. L'origine de cet argent est différente, je vais en reparler tout à l'heure, mais cela fait que ces deux pays sont assez spéciaux. Deuxièmement, aussi bien les États-Unis que la France entretiennent depuis toujours des relations privilégiées avec la Pologne. Ce sont des pays amis, des pays dans lesquels fonctionnent des diasporas importantes, aussi bien en France que aux États-Unis, diasporas différentes. Un autre élément tient au fait qu'aussi bien la France que les États-Unis sont des pays, je dirais, avec une vocation de représenter quelque chose d'universel. C'est comme si elles se sentaient mandatées d'une mission spéciale dans le monde, à la différence de beaucoup d'autres pays qui sont des pays normaux. Et en cela, d'ailleurs, la France et les États-Unis ressemblent beaucoup à la Pologne, qui aussi est un pays quand même porté par son messianisme depuis des siècles. Enfin, ces deux pays sont intéressants parce que on y voit à l'œuvre deux politiques étrangères différentes. On a beaucoup parlé de la politique de Mitterrand, qui consistait à maintenir les équilibres,
Je voudrais dire quelques mots sur la politique américaine des années 80, la politique de Ronald Reagan, où un des auteurs de cette politique, c'est le professeur Richard Pipes, qui est un des principaux conseillers et maîtres d'œuvre de la politique étrangère américaine dans les années 80, qui ne sort pas de nulle part. C'est un historien né d'ailleurs à Cieszyn, au sud de la Pologne, à la frontière de la Tchécoslovaquie, qui, dans la deuxième moitié des années 70, se voit confier la responsabilité de ce qu'on a appelé le Team B. Le Team B, c'était une structure mise en place par la CIA pour évaluer les informations des services secrets américains concernant les armements atomiques soviétiques, où certains responsables de la CIA avaient des doutes sur la véracité des données apportées. Et Richard Pipes prend la tête d'un groupe d'experts qui va évaluer donc le réel danger militaire soviétique à l'époque. Lorsqu'il arrive après la victoire de Reagan, il demande à ses conseillers de lui apporter quelles sont les directives officielles de la politique américaine face à l'URSS. Et il découvre qu'en vérité, le seul document, c'est un document de 1966 qui parle d'une coexistence pacifique. Et il en fait son affaire, et il arrive au bout d'un an et demi d'action à faire adopter une nouvelle directive de 1975 où il est écrit dans la première phrase que l'objectif de la politique étrangère américaine face à l'Union soviétique, c'est le démembrement définitif de l'Empire soviétique. On ne peut pas être plus clair. Et là, ce n'est pas du tout le cas de Mitterrand et de la politique étrangère française. Et donc on voit les réactions dans les deux pays évoluer, je dirais, dans des cadres de politique étrangère totalement différents. Pratiquement, bon, je vois que le temps s'écoule et donc je voudrais dire seulement que l'idée générale que je voudrais vous proposer, et qui est finalement assez simple, est de dire que c'est pas seulement le mouvement Solidarność qui a précipité l'effondrement des régimes communistes, mais ce sont aussi les sociétés occidentales elles-mêmes, peut-être moins leurs dirigeants politiques, dans certains cas, qui ont joué un rôle déterminant par leur réaction, par leur action, par leur réflexion, par leur remise en cause de certains stéréotypes, par une mise en question, ce qu'on a entendu dans l'exposé précédent, les débats qu'a suscité Solidarność au sein de la gauche française ont été totalement fondamentaux pour commencer à appréhender la réalité des pays de l'Est dans des termes de totalitarisme. Rappelons que dans les années précédentes, on parlait de démocratie populaire, de pays socialistes. On ne qualifiait pas en France les pays de l'Est communistes comme des pays totalitaires. Ce sera surtout la revue Esprit qui... Sauf la revue Esprit qui... Mais c'est aussi... je ne vais pas me lancer dans... C'est des liens historiques qui unissaient la revue L'Esprit avec la revue Vienge en Pologne et ces contacts qui permettent... je me rappelle d'un article de Jean-Marie Domenac après son retour de Pologne en 1976 où il posait la question est-ce que les syndicats occidentaux vont s'intéresser à ce qui se passe en Pologne et aux répressions qu'on a vues après les événements de Radom et d'Ursus. Bon, j'avais choisi de prendre 4 moments forts des années 80 pour vous montrer les différences entre les États-Unis et la France. Le premier moment, ce sont les grèves d'août 80 et la naissance de Solidarność. Alors là, une petite remarque qu'il faut
dire, c'est le rôle totalement capital joué à ce moment-là, et après d'ailleurs, par les journalistes. Il y a, à l'époque, je dirais environ 200 journalistes qui transitent par Gdańsk, qui participent à la grève, qui relatent la grève. Il y a d'ailleurs dans les archives de l'IPN, de l'Institut de la mémoire nationale, des rapports des traducteurs ou d'anges gardiens de ces journalistes très intéressants qui montrent notamment que ces journalistes qui étaient, je dirais, quotidiennement au chantier naval, pensaient que sans la signature d'un accord, la fin de la grève était impossible. Et il est certain que ces analyses avaient été prises plus ou moins au sérieux quand même par les dirigeants politiques polonais. Donc ce rôle des journalistes est totalement fondamental. Il est aussi fondamental d'un autre point de vue. Ce qui se passe, c'est que les journalistes donnent la parole aux ouvriers et aux Polonais, qui, dans leurs propres termes, commencent à expliquer la situation. Et on assiste à un changement par rapport au discours traditionnel qui était soit une analyse de la réalité des communistes en termes, dans un langage officiel, soit dans un langage totalitaire. Là, on a la mise en avant de la parole de gens. Qu'est-ce qui est différent entre la réaction française et la réaction aux États-Unis? Aux États-Unis, dès août 80, on a des manifestations organisées par les membres de la diaspora polonaise, aussi bien à Chicago que sur la côte pacifique, à Seattle. N'oublions pas que les États-Unis, d'ailleurs comme la France, se préparaient à l'époque aux élections. Et la diaspora polonaise était un élément important dans la stratégie électorale des deux candidats à la présidence. Ce qui n'était pas le cas de la diaspora polonaise en France, qui n'avait pas suscité d'intérêt spécial au moment des élections de 81. Il n'y a pas eu non plus aux États-Unis, à la différence de ce que nous a décrit Jean-Louis Panet, de cette effervescence sociale des 15 mois de l'existence légale de Solidarność, où, je dirais, grâce à la proximité géographique, des Français ont pu se rendre en visite et nouer des amitiés avec des Polonais, et des Polonais, des syndicalistes polonais, ont pu venir en France. Aux États-Unis, ce n'était pas possible. Il y a quelques personnes qui ont rendu visite aux syndicalistes américains et des journalistes qui allaient fréquemment en Pologne, mais il n'y avait pas cette proximité géographique. Qu'est-ce qui se passe après le 13 décembre? On a des réactions, à première vue, similaires. On a des manifestations, des protestations, peut-être plus importantes en France qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ces manifestations, elles ont quand même un aspect différent. Elles sont ouvertement antisoviétiques et anticommunistes. Elles ne sont pas forcément organisées, comme en France, par les syndicats, mais principalement par les gens de la diaspora polonaise, et non seulement de la diaspora polonaise, mais des autres diasporas des pays d'Europe de l'Est. Tandis qu'en France, ce sont les Français et éventuellement des émigrés polonais qui participent. Mais on n'élargit pas, à cette époque, la protestation aux autres pays d'Europe de l'Est. Troisième moment fort, c'est octobre-novembre 82, donc la délégitimation formelle du syndicat Solidarność, où Solidarność, en tant que syndicat, cesse d'exister. Et la question se pose, dans les deux pays, qu'est-ce qu'on soutient? On ne peut plus soutenir Solidarność comme syndicat, parce que le syndicat n'existe plus. Et donc il se passe un phénomène intéressant, c'est-à-dire
on commence à soutenir la société clandestine indépendante. Et le langage change. Les prisonniers syndicaux ne sont plus seulement des prisonniers syndicaux, mais des prisonniers politiques. Et il y a dans les deux pays des campagnes importantes contre les procès de Varsovie, contre les procès dénoncés comme des procès politiques. Donc on voit une évolution de la perception des sociétés, de la société polonaise et du régime. Enfin, dernier moment, c'est vers le milieu des années 80, où, avec l'avènement de Gorbatchev, et un autre élément qui joua un rôle très important dans la délégitimation du pouvoir communiste, c'est toute l'affaire autour de la mort et de l'assassinat du père Popiełuszko. C'était quand même un événement crucial qui obligea le pouvoir politique polonais à reconnaître qu'au sein du régime, il y a pu avoir des forces qui ont pu commettre ce crime. C'était une reconnaissance très importante qui était quand même influencée d'un côté par la pression de l'Église, mais aussi par la pression internationale. Et vers ce milieu des années 80, se pose la question comment penser la suite de ce qui se passe en Pologne. Et il y a un événement dont je voulais vous parler qui reste peu connu, c'est la visite clandestine en France, en Italie et aux États-Unis d'un des dirigeants de la clandestinité de Solidarność, Andrzej Słowik, à la fin de 85, début 86, qui joua un rôle déterminant pour démontrer aux responsables, notamment syndicaux allemands, que Solidarność reste un syndicat, qu'avec le temps, Solidarność n'est pas devenu uniquement un mouvement politique, qu'il y a des vrais syndicalistes. Et je dirais cette visite est absolument cruciale parce qu'elle permet à Solidarność d'être reçu, d'être intégré en 86 au sein de deux organisations internationales syndicales. Donc c'est une reconnaissance internationale du syndicat interdit. Voilà, bon, je m'excuse que c'est un peu fouillis, mais je n'ai pas eu malheureusement le temps d'aborder tout ce que j'avais prévu au début. Mais pour conclure, je voulais dire que ce n'est pas uniquement le mouvement Solidarność qui a été l'auteur de l'effondrement du communisme, mais des dizaines de milliers d'habitants des pays occidentaux, ce que j'ai appelé les amis de Solidarność, qui ont contribué à la survie du mouvement, mais aussi à ce que ça produit en fin de compte. C'est les centaines de journalistes, de politologues, d'historiens et sociologues qui sont restés mobilisés tout au long des années 80 pour inventer un langage susceptible de rendre compte de la situation, de nouvelles catégories appropriées à notamment parler des forces sociales. N'oublions pas que dans l'idée du communisme ou du totalitarisme, le terme d'acteurs sociaux, de forces sociales était absent. Donc l'idée d'un retour au dialogue entre le pouvoir et des forces sociales ne pouvait être appréhendée. Et enfin, pour terminer, je voudrais rappeler quand même, parce que c'est une question que je me suis posée sur cet effondrement du communisme. Après le 13 décembre, aussi bien en France qu'aux États-Unis, ce qu'ont demandé au cours de manifestations ou dans les lettres envoyées à l'ambassade ou au gouvernement polonais, ce n'était pas la fin du communisme, c'était trois choses. La reconnaissance à nouveau du mouvement Solidarność, la libération des prisonniers politiques et le retour à l'idée de dialogue social. Je pense que c'est très important parce que c'est grâce à ça qu'on a assisté non seulement à l'effondrement du communisme, mais à l'effondrement négocié, à l'effondrement,
je dirais, qui était issu d'un dialogue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un grand merci pour tous les intervenants. C'était une session, à mon avis, très, très riche. Nous sommes vraiment en retard, mais quand même, j'ouvre une petite discussion avant déjeuner. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler, n'hésitez pas de poser des questions, des remarques. Non. Oui, Jean-Louis Panet. C'est une question à Pierre. Comment tu expliques que, quand même, dans mon souvenir, les temps modernes ont publié toute une série de documents, des numéros spéciaux sur la Pologne, comme en 1956 aussi. Et à l'époque de Solidarité, je crois qu'il y a un numéro spécial Pologne avec des tas de documents que nous lisions pour nous informer. Et donc, je ne sais pas, il y a une démarche un peu contradictoire. On veut à la fois donner des choses à lire pour faire comprendre, et en même temps, on reste sur un quant à soi avec ces canons idéologiques dont tu parlais. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans deux périodes différentes. Tu me parles des années 50 ou 60, et d'autre part, nous avons l'impression dans les années 80 qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort pour l'État communiste polonais. Et c'est en ce sens, à mon avis, dans une revue qui a changé, puisque Sartre est mort, il ne faut pas l'oublier, il est mort le 15 avril 1980, et que c'est Claude Lanzmann qui prend la direction de la revue, qu'il y a moins d'intérêt pour le mouvement ouvrier qui était le fait d'André Gorz que et pour Claude Lanzmann, il y a finalement le rattachement à quelque chose qui tient à la défense du monde socialiste de type soviétique, malgré tout. N'oublions pas que Claude Lanzmann, paix à son âme, il y a encore un an ou deux, faisait l'éloge de la Corée du Nord, n'est-ce pas ? Et puis, à propos, pendant que je dis ça, mon regard a croisé celui de Jean-Louis Panet. Il faut dire aussi, puis j'arrête de m'en prendre à Claude Lanzmann, parce que, Claude Lanzmann avait trouvé le moyen d'être le dernier, jusqu'à la fin des années 80, à prétendre que Katyn était le fait des nazis et pas des soviétiques. Voilà. Ouais, 87, exactement. Ok, monsieur, mesdames, merci beaucoup pour votre patience. Maintenant, c'est le temps à manger. C'est très important.